Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans nos webinaires, dans ce cinquième webinaire du Carré Paris. Bonsoir Farouk Madame B, Bonsoir. d'être avec nous ce soir. Je vais, on ne vous présente plus, cher Farouk, mais je vais quand même en quelques mots vous introduire aux personnes qui sont avec nous ce soir. Vous êtes, Farouk, en quelques mots, d'abord éditeur depuis 1995. Vous dirigez Sinbad, une des rares collections spécialisées dans la littérature arabe. Vous êtes aussi écrivain, vous avez plusieurs essais, que ce soit en politique ou sur la cuisine, à votre actif. Vous avez été conseiller culturel à Lima et avant cela, bibliothécaire à l'INALCO. Puis, vous avez dirigé aussi la bibliothèque de l'Institut du monde arabe. On peut dire que vous avez toujours baigné dans la culture arabe et dans la littérature arabe depuis longtemps, depuis votre jeune âge d'ailleurs. Ce soir, nous allons parler de la promotion de la littérature arabe en France, de la spécificité de ce secteur. Vous remonterez certainement un tout petit peu dans l'histoire des traductions des textes arabes, vous exposerez la réalité de ce marché aujourd'hui. Mais avant de vous donner la parole, je voulais juste préciser aux personnes qui sont avec nous ce soir qu'elles pourront poser des questions après votre présentation à travers la petite icône qui est tout en bas de l'écran, qui est marquée questions-réponses. Et nous essaierons de répondre au maximum de questions de personnes présentes. Voilà, donc je vous laisse la parole, cher Farouk. Merci Racha. Bonsoir tout le monde. C'est la première fois que je participe à une rencontre de cette sorte. Donc, si je commets des sottises, je compte sur votre bon cœur pour me faire pardonner. Je vais donc parler de la promotion de la littérature arabe en France, c'est-à-dire essentiellement de sa traduction et de son édition et de l'édition de ses traductions. Je vais le faire en trois étapes. D'abord, je vais commencer par une petite introduction historique, disons, pour montrer un peu quels ont été les jalons de la diffusion, de la traduction en France de cette littérature. Deuxièmement, faire un bilan quantitatif aussi précis que possible. Ce n'est pas très facile de le faire. Et troisièmement, de parler du problème de la réception de cette littérature avant de conclure sur les perspectives d'avenir. Jusqu'à 1970, on peine à citer une douzaine de titres de littérature, de romans ou de recueils de nouvelles arabes traduits en français. Et même les deux seulement, en fait, de ces traductions sont restées dans les mémoires. Un livre de Taha Hussein, un autre de Tawfiq al-Hakim, je veux dire, qui ont été réédités par la suite. Sinon, rien. Et pour ce qui est de la littérature classique, il existait toujours le monument qui est le livre des Mille et une nuits, traduit par Galland en 1704. Et ce livre a été réédité en plusieurs. D'abord, il y a eu d'autres traductions et il a été souvent réédité. Il est le seul, en fait, de toute la littérature classique qui est resté dans les mémoires. Il y a eu d'autres traductions. Les orientalistes, les arabinants n'ont pas été en reste. On sait que Ibn Khaldoun, par exemple, a été traduit au XIXe siècle, Ibn Battuta aussi, la poésie jahilite, la poésie pré-islamique et autres. Mais ces livres-là sont restés l'apanage des milieux universitaires. Les maisons d'édition qui les publiaient étaient des maisons spécialisées et les traductions pouvaient paraître dans des revues d'érudition et pas dans des revues adressées au grand public.
les choses ont commencé à changer vers la fin des années 50, dans une ambiance assez particulière, à vrai dire, parce que c'était la période où les relations entre la France et le monde arabe étaient au plus bas, du fait de la guerre d'Algérie et des conséquences de la mésaventure française à Suez en 1956, la rupture des relations diplomatiques entre la France et la plupart des pays arabes. Et c'est durant cette période que le Quai d'Orsay a lancé une revue qui s'intitule Orient, dans laquelle de jeunes arabisants se sont employés à traduire des textes de littérature arabe tout à fait actuels à l'époque, ce qui était produit durant cette période, en 57, 58, 59. C'était un effort très intéressant qui a abouti en 1961 à la traduction, la publication aux éditions du Seuil, chose qui m'étonne jusqu'à aujourd'hui parce que c'était quelque chose qui était complètement inattendu, d'un roman d'une jeune Libanaise, Leila Al-Baalbaki, Ana Ahya, Je vis, un roman qui avait provoqué un tonnerre de protestations au Liban à l'époque et qui a été finalement reçu en France d'une manière sympathique, qui a encouragé l'éditeur à lancer, à entrevoir, à organiser la publication d'une anthologie assez ample de la littérature arabe contemporaine au sens large, c'est-à-dire aussi bien des textes littéraires que des essais, anthologie qui a paru entre 1965 et 1967 et qui reste jusqu'à maintenant très utile, à mon avis, pour les gens qui veulent savoir, avoir une idée de ce qui s'écrivait dans le monde arabe entre les deux guerres et durant les 15 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. En fait, le déclenchement du mouvement de traduction a commencé en 1970 par le passage des miracles, Zohar al-Medaq de Najib Mahfouz, traduit dans une petite maison d'édition, Jérôme Martineau, qui a fondé une bibliothèque arabe. Et son fondateur s'appelait Pierre Bernard, le même Pierre Bernard qui allait fonder la maison d'édition Sinbad en 1970. Et cette petite maison, qui a été pionnière en la matière pendant une vingtaine d'années. Entre 1972 et 1992, Sinbad a publié quelques 160 titres en tout, parmi lesquels peut-être une quarantaine de traductions de littérature arabe contemporaine et classique, qui ont été, et c'était très bien vu, très bien choisi, parce que c'était vraiment les noms qui, à l'époque, comptaient, qu'il fallait absolument traduire. Je donne comme exemple, en plus de Mahfouz, par exemple, Tayyib Saleh ou Rassan Kanafani, par exemple, en roman. En poésie, Badr Shakir Sayyab, Adonis, Abdelhab el-Bayati, etc. C'était les noms qu'il fallait connaître à l'époque. Et cela a encouragé d'autres maisons d'édition à publier par-ci par-là un certain nombre de livres jusqu'à la fin des années 80. Maintenant, le problème de ces publications, autres, il y en a de très bonnes publications, de très belles traductions parues en 1985, des traductions d'Emile Habibi, des traductions de Gabdelman Britanni et autres, mais de Solar Labrahim, mais c'était des aventures solitaires, si je puis dire. C'est-à-dire, on publie un livre, il n'est pas suivi dans d'autres, ce livre ne s'intégrait pas dans un programme. Le seul programme qui a été lancé l'a été par l'Institut du monde arabe. En 1985, c'était avant l'ouverture, avant l'inauguration de son bâtiment, pour la traduction d'une dizaine de titres, entre romans et recueils de nouvelles, en collaboration avec aux éditions Lattès. Et 9 titres ont paru sur les 10, en fait, parmi lesquels la trilogie de Mahfouz,
Et ce qui est intéressant à noter, c'est que deux de cette trilogie, deux titres de cette trilogie, ont paru avant l'obtention par Mahfouz du prix Nobel. Actes Sud a lancé sa collection en 1992 et avec une ambition, vraiment, puisque dès les premiers livres, elle a fait un effort, cette maison a fait un effort de promotion très sérieux, et les livres ont eu un beau succès, à la fois médiatique et je pourrais dire relativement un beau succès commercial aussi. Cela a été suivi par le rachat par Actes Sud de Sinbad, après la mort de son fondateur Pierre Bernard. Et comme ça, Actes Sud, Sinbad est devenu la maison d'édition qui faisait le plus de livres. J'y reviendrai tout à l'heure en parlant des chiffres. Le plus de traductions de la littérature arabe moderne et classique d'ailleurs en français. Maintenant, si on cherche à voir un peu quel est le bilan quantitatif, disons, de cette... Bon, il y a des études qui ont été faites très fines sur ce sujet, qui comptaient sur les statistiques officielles, qu'il s'agisse des statistiques des traductions au niveau mondial ou des statistiques nationales françaises, par exemple la base Electre. Et les chiffres sont assez affligeants, à vrai dire, parce qu'on constate d'abord que la France est, de fait, le premier pays dans le monde en matière de traduction de l'arabe. Bon. Avant l'Espagne, la Turquie, l'Iran, l'Allemagne et l'Italie, mais que jusqu'à plutôt 2010, le chiffre ne dépassait jamais 0,9, c'est-à-dire que ça se situait à moins de 1% de l'ensemble des traductions vers le français. 1%, moins de 1%. Et ce que je sais, c'est qu'en 2016-2017, on était à 0,7%, c'est-à-dire que cela a diminué au lieu d'augmenter. Maintenant, si on regarde autre chose, quel est le bilan, disons, comment se partagent ces livres-là entre les différentes disciplines. On constate que la littérature contemporaine vient en premier, avec près de la moitié des livres traduits, suivi par la religion. Et puis, il y a des traductions de littérature classique et d'autres choses. Cette autre chose que je globalise comme ça, c'est à la fois la philosophie, l'histoire, la géographie, des essais, etc., sont en fait, c'est moins que 30%, même de 25% de l'ensemble des traductions. On a là, en matière des sciences sociales, un véritable problème, un véritable déficit de la traduction vers le français. Autre chiffre intéressant, c'est que presque le quart de ces traductions sont le fait des éditions Actes Sud. Et quand on regarde la littérature, c'est près de la moitié de l'ensemble des traductions sont le fait d'Actes Sud, Sinbad. On s'étonne parfois de voir qu'il y a pas mal de traductions de la poésie arabe en France. En fait, il ne faut pas se leurrer, cela ne veut pas dire qu'il y a une grosse demande, mais ce sont de petites maisons d'édition, parfois spécialisées, parfois non, qui publient à compte d'auteur et tirent à peu d'exemplaires, 200, 300 exemplaires, des recueils de poèmes, ce qui fait qu'en effet, il y a pas mal de poètes traduits, mais des poètes qui ont eu une certaine présence
sont beaucoup moins nombreux. On constate aussi qu'il n'y a pratiquement pas de traduction de théâtre arabe. Il n'y a pas de traduction du théâtre pour une raison très simple, c'est que les éditeurs en France ne publient pas des pièces de théâtre, qu'elles soient arabes ou non arabes, quand ces pièces ne sont pas programmées, c'est-à-dire quand il n'y a pas un producteur, un metteur en scène, quand ils sont programmés pour la scène. Et jusqu'à présent, il y a à peine, je ne sais pas s'il y a eu, en fait, il y a eu juste il y a quelques années une pièce de Sardar Ouanouz à la Comédie Française. Et d'ailleurs, Sardar a été traduit en français. Voilà, si vous voulez. Oui, aussi, autre chose intéressante, c'est qu'on constate que les grandes maisons d'édition, c'est-à-dire les plus importantes en France, comme Gallimard, Le Seuil, Flammarion, Albin Michel, Fayard, etc., toutes réunies n'ont pas publié plus de 10% de l'ensemble des traductions vers le français. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un manque important, un déficit important, et il y a très peu d'efforts fournis par ces maisons d'édition pour la traduction de notre littérature. Question maintenant, troisième point, celui de la réception. Quand on regarde un peu les chiffres réels, sans tricher, des ventes, bon, on constate qu'il y a un seul livre qui a eu le statut de best-seller en France, un livre traduit de l'arabe, c'est le roman de Alaa Aswany, Yacoubian. Bon. L'immeuble Yacoubian a été vendu à quelque chose comme 300 000 exemplaires peut-être, et il est resté pendant 6 mois ou sinon 1 an parmi les livres les mieux vendus en France, tous genres confondus. Bon. Les livres suivants de cet auteur ont connu aussi un certain succès et se sont situés à un niveau très, très honorable qui doit être vers les 50 000 exemplaires. Sinon, nous considérons que c'est une très grosse réussite quand un livre dépasse les 10 000 exemplaires ou même les 5 000 exemplaires. Et maintenant, malheureusement, on est obligé de nous contenter de moins. Quand un livre se vend à 3 000 exemplaires, nous sommes plutôt contents. C'est que, en plus de tout ce que vous savez sur la situation générale aujourd'hui, sur l'image, disons, du monde arabe en France, en raison de l'islamophobie, de l'arabophobie, de mille choses. Bon, du fait de la répulsion chez les uns, la lassitude chez d'autres en suivant des événements dans le monde arabe, cela sans doute a une influence sur la diffusion de cette littérature et sa promotion. Il y a autre chose, il y a une donnée générale. Vous savez que chaque année, entre fin août et octobre, il y a près de 400 romans français et 200 romans traduits vers le français qui sont mis en vente. Parmi ces 200 titres étrangers, il y a peut-être 2 qui sont traduits de l'arabe. Alors comment voulez-vous que les libraires puissent mettre en évidence ces 2 titres devant le flot de livres qui arrivent dans les librairies? Très rares sont des libraires, on les connaît, qui parfois peuvent mettre l'un de ces livres en vitrine ou le mettre en évidence sur leurs étalages. En général, on prend les mises en vente, les mises en place sont très peu nombreuses, et ce qui fait que cette littérature reste assez invisible pour le grand public. Même quand elle a un très bon écho dans les médias. Je dispose de dossiers de presse pour certains titres où je constate qu'il n'y a pas un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel important qui n'a pas
parler du livre et parfois de manière très élogieuse. Il n'empêche qu'en regardant après les chiffres de vente, je vois qu'il est resté à un niveau assez bas. Bon, en tout cas, bien en deçà de nos espoirs quand on a lu les réactions dans la presse. Tout cela il y a là quelque chose d'assez peut-être d'ailleurs que le fait que de grandes maisons d'édition ne se lancent pas dans la bagarre, c'est que justement, ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de l'échec en constatant que le peu d'enthousiasme qu'il y a dans les librairies à exposer, à mettre en place cette littérature. Il n'en reste pas moins, et là je souligne cela, c'est parce que c'est important, il n'en reste pas moins que la littérature arabe existe depuis maintenant 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le paysage culturel français. La littérature classique, vous ne pouvez pas imaginer, on ne l'imagine pas d'habitude. On n'imagine pas, par exemple, qu'une anthologie, ou non, que le diwan de Majnun Leila, par exemple, traduit par André Miquel, le premier tirage était de 3000 exemplaires qui a été épuisé en 2 ans, et nous avons dû faire une réédition. Par exemple, Kabou-Nouas, traduit en français du temps du vieux Sinbad, de Pierre Bernard, et qu'il avait lui-même sorti en poche, et puis qui est sorti sous d'autres formats chez Actes Sud après le rachat de Sinbad. Eh bien, d'ensemble, si on additionne les chiffres de vente, on dépasse les 10 000 exemplaires. Vous imaginez un poète du 9e siècle qui est vendu à 10 000 exemplaires en traduction française. Bon. De même, il y a des auteurs arabes contemporains, des romanciers contemporains, qui sont bien présents dans le paysage. Et il y a un poète, en tout cas, qui est Mahmoud Darwish, qui est l'un des rares à avoir des tirages qui dépassent les 3 000, 4 000, 5 000, et en format de poche, plus de 15 000 exemplaires. Ce sont des chiffres très estimables, très importants pour la poésie en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, partout dans le monde où on lit beaucoup moins la poésie, et à chaque parution, à chaque 2 ou 3 ans, on est obligé de rééditer ces recueils. Alors, pour conclure, pour terminer, je voudrais dire que nous sommes devant 2 défis. Le premier, c'est d'accompagner l'édition arabe. Bon. Mais accompagner l'édition arabe est quelque chose de très difficile parce qu'en ce moment, il y a une inflation dans l'édition des romans, notamment. Et il est impossible, bien sûr, de tout traduire, et c'est évident, ou même de traduire les livres qui ont été même sélectionnés pour des grands prix, etc. Il n'y a pas de solution, à mon avis, financière. C'est-à-dire, je ne pense pas que les subventions, on dit qu'il faut que les pays arabes subventionnent leur littérature, etc. Mais je ne crois pas que cette subvention soit suffisante. On peut subventionner des livres et puis ces livres rester dans les réserves, en stock et ne pas être vendus. Ça n'a pas d'intérêt de faire traduire 100 titres par an et puis de ne pas trouver moyen de les diffuser. Donc, c'est comment faire pour traduire le meilleur, pour faire en sorte d'encourager les maisons d'édition les plus importantes en France de participer à ce mouvement, que cela ne reste pas monopolisé par une maison d'édition, comme c'est le cas aujourd'hui. Et le deuxième défi, c'est, à mon avis, c'est d'encourager ou de promouvoir la demande. Là, on est en train de parler de l'offre. Oui, il faut offrir plus de titres, mais il faut essayer
de faire un effort pour augmenter la demande. C'est-à-dire faire en sorte que, oui, le public réclame de la littérature arabe, qu'on se dise, oui, vous ne faites pas assez. Et cela, c'est, à mon avis, c'est le travail essentiellement des libraires, des bibliothécaires, certains éditeurs, des universitaires, etc., qui doivent faire des formations. À mon avis, il n'y a pas de formation des professionnels euh, euh, pour la littérature arabe. C'est vrai que vous demandez à un libraire, bon, il vous dit, franchement, je ne sais pas, je ne connais pas. On me propose des livres, mais c'est un livre, vient avec 100 autres titres, d'autres langues, et je ne sais pas comment mettre, et comment mettre en évidence, etc. Donc il y a là aussi un effort à faire pour encourager la demande, la formation. Il y a eu, dans le temps, à mon avis, dans les années 90, il y a eu un effort à l'Institut du monde arabe notamment. Parfois, des régions en France ou des conseils généraux ont organisé des cycles de conférences pour les bibliothécaires ou pour les médiathèques dans les médiathèques, mais cela, à ma connaissance, a cessé depuis lors, après quelques essais pourtant réussis. Et moi, j'étais très heureux de voir que des livres traduits de l'arabe existaient dans les bibliobus, par exemple, qui traversaient qui passaient dans des villages français et proposaient de prêter ces livres au grand public. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Merci, cher Farouk, pour cet exposé riche et puis qui forcément éveille énormément de questions. Et, voilà, une des premières questions qui me vient à l'esprit pour relancer un tout petit peu le débat, c'est ce chiffre sur lequel on ne peut que s'attarder un tout petit peu, le chiffre de 1%. Moins de 1% des textes traduits en France viennent de l'arabe. C'est un chiffre qui paraît faible. On a quelques questions autour de ce chiffre aussi de la part des personnes qui nous suivent. Mais ça s'explique, vous l'expliquez bien en disant oui, mais la France est un des pays qui traduit le plus de titres arabes comparé à l'Italie, à l'Espagne, à d'autres pays. Moi, j'ai d'autres chiffres également où je vois, par exemple, pour le chinois, c'est 56 titres par an, dont 16 romans. Alors pour l'arabe, par exemple, on se situerait à un peu plus, hein, 86, par exemple en 2016, il y a à 86 titres par an, dont 24 romans à peu près. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Est-ce qu'il y a une désaffection de tout ce qui vient du monde arabe ou c'est un problème du lectorat, il n'y a pas de vente? Comment on peut expliquer cette faiblesse? Oui. Bon, d'abord, il faut préciser une chose. Sur les traductions, je crois que près du quart des livres traduits en français sont traduits de l'anglais. Oui. Bon. Et puis, d'autres langues européennes. L'arabe ne se situe pas au dernier échelon quand on voit les langues étrangères non européennes. Bon, bien sûr, il y a beaucoup plus de traductions de l'allemand, de l'espagnol, bon, du japonais, etc. Mais japonais, qui est le seul exemple d'une littérature non européenne qui se traduit en nombre, bon, en bonne proportion, et vous êtes bien placé pour le savoir. Mais par exemple, j'ai vu qu'on traduit plus de l'arabe que du chinois, par exemple. Ben, bon, et la Chine est un continent de plus d'un milliard d'êtres humains. Bon, et il y a une grande littérature chinoise. On traduit plus de l'arabe que des langues de l'Inde. Bon, je veux dire que le chiffre de 1% est très faible et un peu blessant même pour nous, mais en même temps, si on compare avec d'autres langues de grandes nations, on voit que ce n'est pas le pire, quoi. Bon. Et j'ajoute une chose en plus, c'est que ce chiffre est un peu trompeur. À mon avis, les traductions vraiment utiles sont beaucoup moins. Pourquoi je dis ça? À l'époque, quand on a recensé
je crois que c'était en 2010, 1061 traductions par an. On a dit que ces 1061 traductions en France, toutes disciplines confondues, sur ça, il y avait 310 livres religieux. Et ces livres religieux, faites attention, ne sont pas des livres en majorité des grands livres de fiqh ou de philosophie islamique ou de tasawwuf, de mystique, mais essentiellement des livres de prosélytisme, des livres apprenant la prière, pardon, la grandeur de l'islam, etc., etc. Mais je veux dire des livres pour promouvoir l'islam en France et non pas des livres, ni des livres de littérature, ni des livres de réflexion, ni de livres de pensée, etc. Bon. Mais ces maisons et sont traduits dans des maisons d'édition spécialisées qui ne diffusent pas leurs livres dans les réseaux nationaux, mais dans leurs librairies à Paris ou ailleurs. Bon. Tout cela, ça nous montre que les traductions en littérature sont moins nombreuses. Et comme je l'ai dit, le grand déficit, c'est les traductions en pensée, en sciences sociales. Là, il y a un véritable problème. Il n'y a pratiquement rien. C'est-à-dire, il y a une année qui passe et on regarde qu'est-ce qui a été traduit. Est-ce qu'il y a eu des essais intéressants qui ont été traduits? Non, il n'y en a pas. Bon. Vous pensez aux grands noms de la pensée arabe de ces 30, 40 dernières années et vous allez voir que quand tout et pour tout, il y a eu 10, 15 titres traduits et c'est tout. Voilà. Oui, je comprends bien. Là, il y a beaucoup de personnes qui nous posent aussi des questions que je voulais aussi vous poser concernant le type de traduction. Est-ce qu'il y a une attente pour certains genres en France? On a parlé un tout petit peu de la poésie classique. Pourtant, lorsqu'on regarde, par exemple, en Pléiade, chez Gallimard, on trouve Ibn Khaldoun et Les Mille et Une Nuits, et puis peut-être un ou deux voyageurs, c'est tout. Il y a des affections des grandes maisons d'édition qui n'investissent pas cela. Il y a la poésie qui s'en sort bien, d'après ce que vous nous dites, mais les autres genres, théâtre, les essais, les sciences humaines et sociales, dans les 1%, sont très très peu représentés. Mais est-ce qu'il y a une attente, par exemple, pour la littérature féminine? Est-ce qu'il y a des tendances quand même que vous sentez de par votre métier d'éditeur, des attentes en termes de littérature de jeunesse, par exemple, en termes de littérature de genre, de romans policiers, de romans noirs, etc. D'abord, un mot sur la littérature jeunesse. J'ai fait une petite enquête il y a quelques années, il y a 2-3 ans, pour voir qu'est-ce qui existe comme traduction en littérature jeunesse, pas des livres écrits aujourd'hui directement en français. Là, il y a bien sûr des livres qui sont parus et qui ont eu un certain succès, écrits par des Arabes résidant en France, enfin des Arabes ou des gens d'origine arabe résidant en France et qui ont publié en français des livres pour la jeunesse et qui ont eu une belle carrière, ces livres. Mais les livres traduits, et on constate que la plupart sont des contes des Mille et Une Nuits. Bon, on est toujours dans le conte des Mille et Une Nuits. Il y a très peu de choses qui sont traduites dans la production arabe actuelle. Bon, il y a eu des efforts qui ont été... il y a des pays qui ont cherché à promouvoir les prix qui ont obtenus par les telle ou telle œuvre de jeunesse, etc. Ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Bon. Moi, je sais que dans la maison d'édition où je travaille, qu'il y aura, j'espère, prochainement, un Sinbad Junior. Bon. Mais cela demande beaucoup de réflexion, de savoir, d'enquête dans les pays arabes sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et bon, c'est en cours, mais cela demande du temps pour que ça donne des effets. Et il y a aussi, je suis intéressé aussi par la traduction vers l'arabe de la littérature jeunesse, parce que je trouve qu'il y a de très belles choses qui existent en France et qui méritent d'être traduites en arabe et qui ne le sont pas. Bon. Voilà. Je reviens pour la poésie. Vous savez,
comme je l'ai dit, c'est quand même, on peut qu'être fier de ce qui a été réalisé. Moi, je connais une collection qui s'appelle la Petite Bibliothèque de Sinbad, où il y a régulièrement, chaque année, un ou deux titres nouveaux qui sortent et qui sont les ténors de la poésie actuelle dans le monde art. Mais plus important, à mon avis, c'est que dans cette collection, on trouve les noms de Mutanabi, de Mahari, des anthologies de la poésie andalouse, etc., de la poésie abbasside, plusieurs titres de la poésie pré-islamique. Bon. Et ces livres se vendent. Bon, bien sûr, ça ne peut pas se vendre à des milliers et des milliers d'exemplaires, mais les chiffres ne sont pas déshonorants, loin de là. Quand on imagine que ce sont des poètes quand même qui sont morts depuis plus d'un millénaire, bon, et sinon plus. Voilà. Alors, je voulais aussi signaler quand même, il y a le Port Rajeuni, une belle petite maison d'édition, le Port Rajeuni, qui fait de la littérature jeunesse, une belle collection. Il y a quand même des nouvelles maisons d'édition comme pour la BD, Alif Bata, une petite initiative. Il y en a eu d'autres, enfin il y a une collection, c'est juste pour dire quel est le paysage un tout petit peu de l'édition de l'arabe en France. Il y a une collection au Seuil. Avant cela, vous avez cité l'initiative de Lima conjointe avec l'ATES, qui a fait une quinzaine de titres dans les années 80-85. Malgré cela, on ne peut pas tout combler, bien sûr. Il y a une sélection à faire, mais il reste quand même des choses qui ne sont pas représentées de l'histoire littérature arabe. Il reste, je ne dirais pas des lacunes, mais des choses qui sont encore à faire. Est-ce qu'on peut penser que ce n'est pas la multiplication des maisons d'édition? Vous avez parlé de problèmes de diffusion. La solution, c'est plutôt en captant un nouveau lectorat, en diffusant, en augmentant cette demande, et comment on pourrait l'encourager? Oui, comme je vous dis, bon, maintenant, les traductions de l'arabe, quand elles sont subventionnées, elles le sont par le ministère de la Culture en France, par le CNL, le Centre national du livre. Le Centre national du livre peut subventionner la traduction d'un livre à hauteur de 60%, disons. Bon. Mais ce n'est pas suffisant, je veux dire. Bon, parce que on traduit le livre, la charge pour l'éditeur est moins lourde, mais il reste qu'il faut vendre ce livre. Et c'est là que tout le problème est là. Vous savez, quand la mise en place, c'est-à-dire quand les représentants font le tour des libraires et proposent tel ou tel titre. Bon, si un éditeur va avec 30 titres par mois, bon, parmi lesquels un titre traduit de l'arabe, bon, ce livre est noyé dans la sable et le libraire n'est pas attiré particulièrement pour mille raisons par un titre traduit d'arabe. Surtout que ce sont souvent des noms nouveaux. Bon, Oui. parce qu'on est obligé chaque année d'introduire un certain nombre de nouveaux noms, bon, et ce qui est une bonne chose. Et ces nouveaux noms paraissent, même si l'auteur a 60 ans, paraît comme un jeune auteur qui écrit pour la première fois, parce que c'est son premier livre à être publié. Bon, et donc, la mise en place est peu importante. Ce qui s'ensuit, il s'ensuit que la vente aussi n'est pas importante et l'éditeur est frustré et peut-être il peut renoncer à continuer à travailler dans le domaine de la traduction de la littérature arabe. Il faut de l'effort et à mon avis, on ne peut pas se contenter de la traduction d'un titre. C'est-à-dire, il y a des éditeurs qui ont traduit un auteur, un livre d'un auteur, et puis ça n'a pas très bien marché, alors on oublie et on passe à un autre auteur. Mais il n'y a pas un auteur qui, dès le premier coup, c'est très rare qu'un auteur, dès le premier coup, arrive à attirer l'attention du grand public. Il faut 2 livres, 3 livres, 4 livres pour que son nom
soit retenu par les libraires, par les lecteurs. Il y a, je crois que je peux dire qu'il y a un certain nombre de réussites à ce niveau. Si on dit aujourd'hui dans les libraires, chez les libraires qui vendent de la littérature étrangère, on cite un certain nombre de noms d'écrivains égyptiens ou libanais, ou tout ça. Bon, il se rappelle, d'eux. Bon, il se rappelle parce que cet auteur a parfois 10 titres. Et vous savez, il y a des auteurs pour lesquels on a traduit déjà 10 romans et recueils de nouvelles. Donc, ils ont une certaine présence. Et n'oubliez pas une chose assez importante, c'est que beaucoup de ces titres passent ensuite en poche, en format de poche. Et quand un livre passe en format de poche, cela veut dire qu'il est réédité plus souvent et il est présent en librairie durant toute l'année et pas pendant une seule semaine. Vous savez, dans les collections de poche, on garde souvent la collection ou beaucoup de livres de la collection. Et je sais que dans nos collections, nous avons 50, 60, 70 titres qui existent en format de poche dans la collection Babel. Et vous regardez l'Enfolio Gallimard, vous voyez dans Le Point Seuil, etc., vous trouvez de la littérature arabe traduite. Bon. Et cela, c'est un signe aussi de la présence de cette littérature. C'est-à-dire, moi, j'ai préféré mettre l'accent sur ce qui me préoccupe, qui est le manque. Aujourd'hui, notre volonté de faire mieux. Mais il faut dire que ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'est pas déshonorant. Bon. Voilà, la littérature arabe, où il y a un certain nombre d'auteurs arabes, en tout cas, qui sont solidement ancrés, enracinés en France. Oui. Je fais juste une parenthèse pour les personnes qui nous suivent. On croule sous les questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout, s'il vous plaît. Donc, on va traiter quelques-unes ou certaines, je vais les avancer. Donc, je vais essayer de mixer quelques questions aussi. Concernant les livres, quelle représentativité ont certains auteurs du Mashrek, du Maghreb? Est-ce qu'on a des pays qui sont plus représentés que d'autres? Est-ce qu'on a par exemple la Palestine, le Liban, le Maroc? Et dans les librairies aussi, on voit, dans les librairies en France, on voit côte à côte des auteurs arabes francophones à côté de livres traduits de l'arabe. Et quelle part on peut donner? On dit, est-ce que les livres écrits directement en français sont beaucoup mieux représentés, plus connus du public, etc. Que je pense à Tahir Boujalmoun, à Siad Jabbar, etc., qui sont quand même des auteurs installés ou qui peuvent faire leur propre promotion. Quelle part quelle représentativité donc pour ces pays dans la littérature? Bon, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, je vais parler du premier genre. Le roman est devenu le premier genre dans la littérature arabe, et c'est incontestable, depuis une quarantaine d'années, disons, alors que c'était la poésie auparavant. Bon. Le roman a été pendant longtemps presque le quasi-monopole de l'Égypte. Pas le monopole commun, mais les grands noms étaient égyptiens. Et puis à partir des années 60, il y a eu cette génération, magnifique génération des années 60 en Égypte, qui a renouvelé l'écriture du roman. Bon. Et d'autres pays y ont participé aussi. Le Liban, l'Irak, la Syrie. Ce qui est nouveau, disons, depuis une trentaine d'années, c'est que tout le monde arabe participe à ce mouvement de renouveau du genre roman. Bon. Aujourd'hui, la plupart des auteurs des pays du Maghreb écrivent en arabe. Bon, pas seulement, on le savait depuis longtemps pour la Tunisie, on le savait depuis un certain temps pour le Maroc, maintenant on le sait aussi pour l'Algérie. Et on sait qu'il y a une littérature algérienne de langue arabe qui est très honorable et qui mérite d'être traduite et connue. Bon, alors que en France, on est réticent vis-à-vis de cette littérature en pensant toujours à la littérature écrite en français. Et vous connaissez
la querelle linguistique en Algérie, ce qui n'aide pas à régler cette histoire. D'autre part, il y a cette entrée fulgurante aussi dans la littérature romanesque des pays du péninsule arabique, de l'Arabie saoudite, du Yémen, des pays du Golfe. Bon, aujourd'hui, tous ces pays produisent des romans et il y en a qui sont très importants et on commence à les traduire. On commence à les traduire. Donc, c'est évident qu'il y a plus de traductions de littérature égyptienne et libanaise et enfin disons du Machriq bon, que du Maghreb, mais bon, pour moi, on est en train de suivre assez bien la littérature marocaine, algérienne, tunisienne aussi, et celle de la péninsule arabique. Bon. Bon, je veux dire, il ne faut pas regarder, dire, oh là là, il y a plus de traductions, mais parce que l'Égypte produit plus aussi. Oui, et de grands producteurs de littérature, de romans dans le monde arabe. Donc, il est normal qu'il y ait plus de traductions de littérature égyptienne, mais cela ne veut pas dire que ça se fait au détriment des autres, depuis que les autres sont entrés dans le domaine avec force. D'accord. Bien, merci. Eh bien, je voulais qu'on parle un tout petit peu des traducteurs, de leur rôle, de leur rapport. Il y a de plus en plus d'excellents traducteurs d'arabe dans le paysage littéraire en France. Et il y a des précurseurs aussi qui ont joué, des grands orientalistes qui ont fait énormément de travaux remarquables. Mais est-ce que... quelle est leur situation aujourd'hui dans l'édition? Est-ce qu'ils ont une situation un peu difficile? Et pourquoi traduit-on? On voit aussi, vous avez parlé de traduction directement de l'anglais qui est présente alors qu'on a d'excellents traducteurs d'arabe aujourd'hui. Oui, il y a d'excellents traducteurs de l'arabe en français. Il y a eu toujours d'ailleurs de bons traducteurs. Seulement, la génération des années, disons, 70, 80, il y a beaucoup de jeunes arabisants à l'époque qui ont vécu longtemps dans des pays arabes, qui parlent parfaitement l'arabe, y compris l'arabe dialectal, et qui sont très à l'aise aussi bien dans le fasrih que dans le dialectal, que dans l'araméen. Et cela traduit très bien. Nous avons de très bons traducteurs. Là, ce n'est pas un problème. On n'a pas un problème Maintenant, la traduction est un métier assez difficile. Oui. Et pourquoi? Parce que d'abord, ça ne fait pas vivre. Je veux dire, les traducteurs ont un autre emploi et traduisent. C'est rare les traducteurs qui vivent de leur traduction. Il y en a, mais ils sont très rares. Et cela nécessite non seulement une bonne connaissance de l'arabe, mais surtout une maîtrise parfaite du français littéraire. Bon, c'est-à-dire, on est en train de traduire de la littérature, donc il faut que le texte en français soit littéraire. Et ce qui n'est pas facile, évidemment. C'est-à-dire, si on traduit d'une manière au ras du texte, cela donne des textes peut-être utiles pour l'étude de la langue arabe, des textes à caractère universitaire. Il y a des traductions comme ça. Vous avez le texte arabe avec le texte français à côté, et on essaie d'expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi on a traduit de cette manière. Mais si vous voulez que le texte ait une tenue littéraire en français, il faut oser sortir un peu du mot à mot arabe, et pour donner un texte, bon, moi je peux ça franciser un peu le texte. Il y a des gens qui sont contre, absolument, moi je suis pour, personnellement. Je crois que si on travaille pour un lecteur français, il ne faut pas avoir peur d'adapter le texte arabe bon, pour que ça passe mieux. Il y a des métaphores qui ne passent pas en français. Vous ne pouvez pas les traduire.
c'est même ridicule, ça donne un effet ridicule parfois. Bon, donc on peut les sauter, c'est pas grave, ou de retrouver un équivalent français bon, qui n'est pas du cru. Hein, voilà. Oui, oui, je comprends. De toute façon, le traduire de l'arabe demande beaucoup de réécriture, hein, de travail de réécriture. C'est beaucoup plus difficile et plus long parfois que de langue latine ou de l'espagnol ou de l'anglais, Oui. etc. Il y a beaucoup de questions aussi sur la littérature, par exemple, de genre. Pourquoi la science-fiction, est-ce qu'elle s'introduit un tout petit peu dans le monde arabe? Et puis, la littérature, y a-t-il une promotion de la littérature du Maghreb actuellement ou pas? Oui. Bon, alors, je dois dire une chose, c'est que je suis passé très rapidement sur cela. Euh, il n'y a pas que la France dans le monde, et il y a les traductions qui se font vers d'autres langues, notamment l'italien, l'espagnol, l'allemand. Bon, aujourd'hui, ce sont les langues vers lesquelles on traduit le plus après le français. Bon, et avec l'anglais, bien sûr, aussi. Mais je sais que dans tous ces pays, il y a un intérêt pour la littérature maghrébine. Il y a un intérêt pour la littérature maghrébine en Espagne depuis longtemps, étant donné les relations très particulières entre le Maroc et l'Espagne. Il y a un flux dans le mouvement des traductions. De même, en Italie, on traduit pas mal de littérature tunisienne, je l'ai remarqué. Et soit dit en passant, l'Italie est un pays où, aujourd'hui, après 3-4 ans où on était en creux, je crois 2016, 17, 18, c'était pas très bon. En 2019, il y a eu un renouveau et on a recommencé à traduire en nombre. L'Italie, je crois, est le deuxième pays après la France en nombre de traductions de l'arabe et ils traduisent la littérature maghrébine. Bon, il y a une volonté, oui, il y a une volonté, mais là aussi, il se passe dans certains pays ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire comme en France, on dit, oui, la littérature euh, euh, maghrébine est essentiellement écrite en français, donc on n'a pas à traduire. Bon, je sais que dans les Pays-Bas, il y a des auteurs d'origine marocaine qui écrivent en néerlandais, et il y a des gens peut-être qui disent on n'a pas besoin de traduire de la littérature marocaine puisqu'on a nos Marocains sur place et qui nous servent dans notre langue. Mais à mon avis, c'est un mouvement qui est irrésistible par des temps actuels. On va s'occuper de plus en plus de la littérature maghrébine de langue arabe. Parce que la production maghrébine de langue arabe aujourd'hui domine la production. Vous savez que cette année, pour le prix, le fameux Booker Prize arabe, bon, il y a eu dans la longue liste sur les 16 titres 4 romans algériens. Et dans la short list, les 6, il y avait 2 Algériens. Et celui qui a eu le prix est un Algérien. Donc c'est un mouvement qui est en marche et cela me réjouit. Bien sûr. Merci beaucoup. En fait, on a beaucoup de questions sur le lectorat. Je ne sais pas si j'arrive à partager mon écran correctement. J'ai une statistique à montrer. Est-ce que dans les pays arabes, on lit plus facilement les textes venus de France que le contraire? Est-ce qu'on traduit? Je vois les chiffres d'achat, en tout cas pour le Maroc et pour le Liban. Il y a tous les ans beaucoup de négociations de titres. Est-ce que la plupart sont des manuels scolaires? Est-ce qu'on lit plus la littérature française dans les pays arabes que le contraire en France? Bon, je ne connais pas la situation de tous les pays, mais bon, il y a en général, dans les pays où la francophonie existe vraiment, c'est-à-dire, disons, les 3 pays du Maghreb, plus le Liban, bon,
il y a un lectorat pour la littérature de langue française. Un lectorat parce que ce sont des gens en plus qui sont d'une classe sociale plutôt aisée et qui ont des habitudes culturelles occidentales, qui achètent des livres. Je le constate par exemple au Salon francophone de Beyrouth, où je vais souvent, chaque année, régulièrement. Et dans ce salon, il y a une foule, et c'est le deuxième salon francophone après Montréal dans le monde, pour un petit pays comme le Liban. Bon. Et il y a un nombre très important d'éditeurs de langue française au Liban. Il y a, bon, ce sont des gens qui ne publient qu'en français et qui ont un lectorat. C'est qu'il y a comme je vous dis, leurs lecteurs sont des gens qui lisent essentiellement en français, qui achètent des livres. Bon, ce qui n'est pas le cas de la littérature arabe, malheureusement. Il y a des pays où on sait que le lectorat est très, très réduit par rapport aux potentialités. Exemple, le Maroc, bon, où les gens lisent très peu. Et c'est lié aussi au niveau de l'analphabétisme, etc. Bon, on connaît tous ces problèmes, mais ça nous conduit vers autre chose, quoi. La question du lectorat dans le monde arabe, qui est, il faut le dire, qui est assez catastrophique dans le monde arabe en général. Bon, et, vous savez, il y a des statistiques même incroyables qui vous disent qu'en moyenne, on lit 3-4 minutes par an. Non, je crois que c'est exagéré, mais en moyenne sur les 300 millions d'Arabes, si on partage entre tout le monde, vraiment le lectorat est très, très réduit. Et donc, il faut tenir compte de ça aussi. Oui. Et sur le lectorat, la part de personnes d'origine arabe en France qui peuvent peuvent attendre des textes traduits aussi en français de leur littérature d'origine, etc. Est-ce que c'est un marché qui va s'agrandir, ou plutôt on dit souvent que c'est plutôt les personnes, pour des questions de moyens, n'ont pas accès souvent aux livres. Ce marché est-il, on a des statistiques un peu sur le lectorat arabe en France, d'origine arabe? D'abord, je crois qu'on ne peut pas, et peut-être il ne faut pas, pas seulement on ne peut pas, il ne faut pas distinguer entre le lecteur gaulois et celui qui n'est pas. Bon. Et il n'y a pas de statistiques, je ne peux pas le savoir. Bon, est-ce qu'il y a des gens, des jeunes d'origine maghrébine ou d'origine libanaise, syrienne maintenant, etc., qui lisent en français cette littérature? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, quand on travaille pour la traduction et l'édition de cette... Il ne faut pas qu'on pense à ça essentiellement. Et il faut qu'on pense au lectorat en général, de dire que ce que nous voulons, c'est que cette littérature existe, qu'on la lise comme on lit la littérature des pays européens, et non pas pour apprendre un détail sociologique. Ça, c'est aussi, j'ai oublié de le dire, c'est assez important. L'une des choses qui nous gêne dans notre travail, c'est que dans beaucoup de comptes rendus dans la presse sur nos publications, ces comptes rendus parlent surtout de l'intérêt sociologique ou politique du livre. Voilà, c'est un livre qui dénonce la dictature, c'est un livre qui dénonce le statut inférieur de la femme. Bon. Mais quelle est sa valeur littéraire? Ok, il dénonce, et c'est bien, mais est-ce que c'est de la littérature ou bien c'est de la propagande? Bon. Et ça, c'est vrai que il y a eu une tendance chez les journalistes pendant très très longtemps de souligner, de mettre l'accent sur, de lire cette littérature comme une littérature de témoignage.
et non comme une œuvre littéraire. Bon. Et c'est important de le savoir et de le dire. On a beaucoup de questions sur la qualité de la traduction de certains livres. Il y a quelques exemples, Rumi, etc. Des polémiques autour de certaines traductions. Comment faire confiance à la traduction? Aujourd'hui, on a fait énormément d'efforts sur la qualité des traductions qui existent. Et est-ce qu'on retraduit certaines œuvres qu'on juge qui ont été traduites un peu rapidement ou pas? Oui, c'est arrivé. Il y a eu des... Bon, mais en général, et c'est malheureux, il y a des livres qui ont... Il y a parfois des ratages. Bon. Euh, on n'aime pas le reconnaître, mais après coup, quand les années passent et qu'on revient vers ce livre en disant est-ce qu'on ne doit pas le passer, par exemple, en format de poche pour qu'il existe, lui donner une nouvelle vie, etc. Et en le relisant, on est suffoqué par on dit, comment on a pu laisser passer ces erreurs. Soit des erreurs de contresens, soit des erreurs d'expression en français. Mais en général je veux dire, il n'y a pas de grands problèmes. Il y a des livres, comme toujours, les classiques, ça mérite toujours des rééditions et des retraductions. On ne peut pas se contenter d'une seule traduction de n'importe quelle littérature. On retraduit aujourd'hui, il y a eu certainement des traductions de la Divine Comédie, je ne sais pas combien en français, mais on peut la retraduire de nouveau. Ou de tels livres de littérature grecque, etc. Bon. Donc c'est normal qu'on retraduise et à mon avis, ce qui doit être retraduit de d'une génération à une autre, c'est la poésie. Parce que là aussi, c'est une création et il y a certainement des moyens de traduire autrement des choses qui sont traduites actuellement, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui paraissent correctes. Mais peut-être dans 10 ans, on se dit, oh là là, on aurait dû faire autrement et cela mérite qu'on recommence. Voilà. Et c'est une chose normale. Oui, ça fait partie de l'évolution. Il y a certaines mêmes traductions, vous m'avez dit l'autre jour, qui sont meilleures que parfois dans l'édition originale. Donc, il ne faut pas juste Oui, les lagues certaines choses. oui. Et c'est un vrai travail. Excusez-moi, là, en vous écoutant, il y a parfois des romans traduits en français et je suis certain qu'ils se sont beaucoup mieux vendus en français qu'en arabe. Ah oui, d'accord. Bon, c'est-à-dire, non, parce qu'il y a eu des réussites. Il y Oui, a eu bon, je vous ai parlé d'un livre, bon, celui d'Emma Biancoubian, mais on peut parler d'autres titres. Bon, il y a tel roman d'Elias Wouri, tel roman de Hanan Sheikh, etc., qui se sont très, très bien vendus, qui ont dépassé les 10 000 exemplaires. Bon, ce qui est un chiffre, à mon avis, très bon. Vous savez, quand on a parlé de 600 titres qui sortent en France en saison, entre août et octobre, il y a peu qui dépassent des 1000-2000 exemplaires. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Bon. Donc, quand on vend à 10 000, on doit être très, très grand. On n'arrive pas facilement. On n'arrive même pas facilement en ce moment à 5000 en ce moment. Il y a eu un recul ces dernières années. Là aussi, on doit le reconnaître. C'est-à-dire, on vendait mieux au début du 21e siècle que maintenant. Bon. Et là, il faut voir. Bon, moi, je pensais par exemple que entre guillemets, le printemps arabe allait booster le lectorat, etc. Mais pas du tout. Cela n'a pas. Au contraire, peut-être, étant donné qu'après la Révolution, il y a eu la contre-révolution et le refus, il y a eu peut-être même un recul et une sorte, comme je dis, de lassitude. De lassitude, oui, bon. On ne comprend pas ce monde-là est trop compliqué, etc. Et on n'a pas envie d'aller plonger. Bon, comme on nous reproche parfois, on nous dit oui, mais c'est une littérature actuellement qui est très triste. Bon,
il y a de la guerre partout, il y a des horreurs, il y a de la torture. Bon, écoutez, mais c'est la réalité aussi de ces pays, malheureusement. Et on ne peut pas parler seulement du triangle oedipien dans toutes nos littératures, comme cela a été le cas en France pendant un certain temps. Un temps révolu maintenant, heureusement. Ça nous amène à la promotion. Comment on essaye de promouvoir, est-ce qu'on répond à des tendances et des attentes en choisissant certaines couvertures? Est-ce que le livre qui a obtenu un prix est plus susceptible d'être vendu plus facilement? Comment on fait cette sélection-là? Et est-ce que dans la promotion, dans la façon de défendre les livres, est-ce que ça joue sur les ventes finalement ou pas du tout? Sur les ventes, est-ce que ça joue sur les ventes? Par exemple, si on choisit certaines couvertures, une façon de promouvoir les livres, pas vraiment. Bon, la littérature arabe, bon, se fait dans des maisons d'édition qui font des traductions de toutes les langues, en fait, des autres langues. Bon. Et moi, je sais que quand je vais présenter mes livres aux représentants d'Actes Sud en librairie, bon, ils ont écouté avant moi quelqu'un qui va traduire, qui va parler de la traduction d'un livre de l'espagnol ou du japonais ou du coréen, etc. Bon. Et parmi eux, il y a des gens qui aiment cette littérature ou qui n'ont pas approché ou qui sont réticents ou qui ont peur d'avancer, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est dans la... Comme je vous ai dit, tout se passe en librairie. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est pour ça que moi, j'admire beaucoup le travail des libraires en France, parce que ce sont des libraires cultivés, des lecteurs qui lisent, qui donnent de bons conseils à leurs clients. Bon, vous allez vous demander un roman pour quelque chose d'intéressant. Oui, il vous propose tel ou tel roman qu'il a lu, qu'il a aimé, etc. Ce que je dis, c'est que notre littérature n'arrive pas vraiment en librairie. C'est-à-dire, il arrive en librairie en petit nombre, de manière... Le livre, s'il n'est pas visible en librairie, ne se vend pas. Bon, il ne suffit pas de dire, voilà, il y a tel livre, ou qu'il y a eu dans Le Monde des livres, ou dans Libération, des pages littéraires, il y a eu un petit article élogieux. Cela ne fait pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est quand vous êtes en librairie et vous voyez le livre, vous le prenez, vous lisez la 4e de couverture, le livre lui-même, l'image peut vous attirer ou non, etc. Et c'est à partir de là que vous avez envie de l'acheter. Et quand le livre n'existe pas comme ça en étalage, comment voulez-vous qu'il se vende? Moi, ce que j'essaye surtout, c'est de faire en sorte que nos mises en place dans les librairies s'améliorent. Si ça s'améliore, tous les livres, les libraires le savent, tous les livres qui sont bien exposés se vendent finalement. C'est-à-dire, il y a un lecteur pour ce livre, mais il faut qu'il le voit. S'il ne le voit pas. Mais il n'y a pas assez de place sur une table pour tous les livres. Vous savez, si le libraire demande 2 exemplaires d'un nouveau titre, bon, on le met en rayon et personne ne le voit. Il faut que vous demandiez au libraire, est-ce que vous avez tel livre, pour dire oui, il regarde dans son ordinateur, oui, il va le sortir. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez vu en vitrine ou parce que vous l'avez vu sur la table où il expose ses livres. Ouais. Donc, il faut déjà connaître l'auteur, le livre, etc. Cela nous amène à nous poser une question, par exemple, ça peut être une solution pour les livres de sciences humaines ou sociales, etc. Est-ce que le livre électronique peut être, enfin, le livre qui n'est plus en vente sous format papier, peut être une solution pour pour un certain marché de livres, pour les livres académiques, etc. Et est-ce qu'il a un avenir? On voit de plus en plus de livres électroniques. Oui, je crois que... bon, vous savez, maintenant, le monde de l'édition est
il y a une sorte de questionnement et tout le monde se pose des questions en ce moment. Bon, avec ce qui s'est passé ces derniers mois, le fait que les imprimeries, les librairies, etc., tout ça, ça s'est arrêté et que on pouvait acheter des livres justement en numérique, bon, mais on ne pouvait pas aller dans la librairie acheter un livre. Et cela a donné sans doute des idées aux éditeurs pour promouvoir davantage l'édition en numérique. Bon, à mon avis, c'est inévitable et surtout pour les sciences sociales. C'est-à-dire, si aujourd'hui, comme je vous ai dit, il n'y a pas de la traduction des sciences sociales de l'arabe en français, il faut dire aussi que la vente de la science sociale a beaucoup reculé en France. Et bon, ce qui se vend, on peut parfois se vendre très bien les essais politiques, polémiques, etc., les grands noms de penseurs contemporains, mais une étude précise, imaginez une étude qui sort sur l'agriculture française aujourd'hui ou tout ça, bon, combien on va vendre? Et c'est pareil dans le monde. Ce n'était pas nécessairement le cas dans le temps, mais maintenant, je sais que la plupart des éditions en sciences sociales, toutes ces thèses qui sortent et qui sont parfois remarquables, et on demande aux auteurs d'en faire un livre, bon, ils font des livres, mais ces livres ça ne veut pas dire qu'ils vont se vendre sous format papier, comme ils l'espèrent, mais ils peuvent se vendre plus en numérique pour des gens qui s'intéressent à ce domaine. Et voilà. Mais je crois que ça va se développer forcément. D'accord. Bien, et ben, juste pour répondre à une des questions qui nous est parvenue tout à l'heure concernant les sources, où est-ce qu'on peut trouver ces chiffres sur l'édition en France, etc. Moi, j'avais quelques sources, vous avez cité Electra, là-bas, il y a aussi Electre, pardon, les statistiques, moi j'ai utilisé celles du SNE, Syndicat national de l'édition. Donc, on peut les trouver en ligne avec les chiffres annuels des ventes, négociations de droits et par langue, etc., chez presque tous les 2 ans, hein, 1 an ou 2 ans. Et sinon, juste... il faut faire attention aux statistiques de l'UNESCO, oui. qui sont pas du tout crédibles. Oui. Bon. Pour la raison très simple, ce n'est pas la faute de l'UNESCO en tant que tel. L'UNESCO, c'est les États qui forment l'UNESCO. L'UNESCO demande à ces États de donner des chiffres et tous les États ne donnent pas le même type de chiffres. Bon, c'est-à-dire, vous lisez sur les chiffres de l'édition dans le monde arabe, vous ne savez pas si le pays qui a donné ce chiffre a intégré, par exemple, l'édition scolaire ou parascolaire dans le chiffre global, par exemple. Bon, donc il y a parfois on tombe sur des chiffres étonnants. Tiens, en Irak, on publie 10 000 livres par an, ouais, ce qui est faux, bien sûr. Bon, on fait beaucoup moins, mais ils ont intégré des chiffres qui ne sont pas nécessairement les bons. Cela dépend des pays et il y a souvent des cases qui sont vides parce que ces pays n'ont pas fourni les chiffres exacts. Non, pour la France, c'est sûr que c'est l'édition de ministères qui sont très, très rigoureux et qui vous donnent exactement tout ce qui a été, tout ce qui est un dépôt légal, quoi, tout ce qui existe régulièrement sur le marché. Et là, on a justement, c'est là qu'on a pris ces chiffres que vous avez pris vous-même, ces chiffres de 1% ou 0,9% ou 7%, c'est l'année dernière ou celle d'avant, sur l'ensemble des traductions. 2017-2018, oui, voilà, c'est moins de 1%. Il y a des études aussi, hein, on peut signaler celle de Richard Jacquemont, j'espère peut-être un jour accueillir aussi, et puis de Franck Mermier, il y a quelques années, sur l'état de l'édition arabe, etc. On peut trouver des recherches avec chiffrées intéressantes
sur… Oui. Il y a un livre qui a été publié il y a quelques années, très intéressant à mon avis. C'était une thèse de doctorat à l'origine qui s'intitule Paris, librairie arabe, Oui, sur ce phénomène de la littérature arabe en France dans les années, à partir des années 70. de Ce qui, Léonard Santini, c'est ça? Oui. c'est ça, voilà, de Santini, et qui est très intéressant. Et puis, bien sûr, il y a d'études que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs, elle est la dernière, quoi, la plus rigoureuse en chiffres, c'est celle d'Emmanuel Varlet, qui Oui. date de 2010. Bon, et il y a deux études, l'une sur la traduction, le flux de traduction français-arabe, et une autre étude sur le flux arabe-français. Donc, on pourra toujours approfondir, si on le souhaite, ce débat. Peut-être une dernière question sur, et puis après on va clore, parce que l'heure tourne, et sur l'impact un peu, est-ce que les situations politiques du monde arabe influent un tout petit peu sur, vous avez évoqué le printemps qui n'avait pas forcément un impact positif, mais parfois négatif. Est-ce que, par exemple, et puis quelle suite post-Covid, un tout petit peu, pour savoir si ça a un impact sur la situation? À vrai dire, il n'y a pas de règle. Par exemple, vous aurez remarqué que dans le petit exposé historique que j'ai fait, que le fait qu'à un moment donné, on a voulu un peu redresser les choses des relations avec le monde arabe qui était mauvais, et on s'est mis à traduire de l'arabe. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé la politique arabe de la France. Je crois que le début de Sindbad était un peu lié à ça, quoi. C'est-à-dire, il y avait des pays arabes, c'était l'Algérie à l'époque surtout, qui a soutenu Sindbad à fond, qui achetait régulièrement ses livres, etc. C'était après l'indépendance, bien sûr, en 62. Et ils avaient besoin et Sindbad était devenu un peu la maison d'édition qui servait le marché algérien du livre. Bon. Et, je connais beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens de ma génération qui disent qu'ils ont lu, parce qu'ils ne disaient pas l'arabe, qui ont lu les traductions chez Sindbad de la littérature arabe. Et c'est comme ça qu'ils ont lu Naguib Mahfouz ou Taïb Saleh ou Hassan Kanafani ou d'autres. OK. Bon. Maintenant, donc, c'était lié à l'époque aussi, par exemple, on constate que l'un des premiers livres, c'est-à-dire la même année où il y a eu Zohar el-Medar, Impasse des miracles de Najib Mahfouz, il y a eu une anthologie de Mahmoud Darwish en français, dans une petite, non, dans une grande maison d'édition catholique, bon, qui ont traduit les premiers poèmes militants de Mahmoud Darwish. Bon, en 1970, parce que justement en 70, la question palestinienne commençait à préoccuper le monde entier. Bon, il y avait une présence importante de palestinienne dans le monde entier, quoi, de la question, de la revendication palestinienne, etc. Et donc, bon, ça a servi, et on a traduit assez tôt Mahmoud Darwish, Hassan Kanafani, et puis Emile Habibi, et puis Sahar Khalifa, etc. C'est-à-dire, ça a été le premier livre arabe nouveau traduit chez Gallimard, après Taha Hussein, à la fin des années 40, a été dans la littérature palestinienne, Sahar Khalifa et Emile Habibi. Bon, c'est significatif. C'est-à-dire, c'était lié à la montée de la question palestinienne. Bon. Mais, en revanche, comme je vous ai dit, moi je m'attendais à un regain d'intérêt du grand public pour le monde arabe après 2010-2011, et cela n'a pas été le cas. C'est-à-dire, on ne constate pas sur le plan de la vente des livres de la littérature arabe en français. D'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Farouk. On a encore plein de questions, mais on ne pourra pas répondre à tout. Excusez-nous, le temps aussi est limité. Et ça nous encourage en se disant que le sujet intéresse beaucoup les personnes. Un grand merci.
Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre webinaire, cette fois-ci donné par Salam Kawakibi sur la Syrie, sur la situation de la loi César et quel avenir pour la Syrie. Voilà. Qui? Avec Salam Kawakibi, Ah oui, qui va nous présenter la situation très bien. syrienne. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, cher Faro. Merci à vous. Merci de d'avoir m'avoir accueilli. avec Merci à tout le monde. Au Merci. revoir. Au revoir.